Le 432 Hz, alors science, mythe ou réalité? Ouh là là, là tu me poses une question brûlante dans laquelle je risque de me faire lyncher par tous les musicologues et sonologues de la planète. La réponse, c'est qu'il faut avoir la foi, c'est tout. Bon, plus sérieusement, il y a 8 Hz d'écart entre le fameux diapason du La à 440 Hz, homologué en 1955 par l'Organisation internationale de la normalisation, et l'objet de la polémique, donc, ou de l'exécution sur la place publique, on verra en fonction des commentaires, donc du La à 432 Hz. Donc ce débat sur la bonne fréquence du La de référence crée une controverse assez virulente aujourd'hui. Et en même temps, c'est presque une confrontation assez habituelle qui oppose un peu la science et l'ésotérisme. Il existe un article publié par Emmanuel Comte, qui est sonologue et directeur du centre Medson, qui est intitulé « Le mythe du La 432 Hz », dans lequel il démonte l'ensemble des pseudo-arguments que l'on entend régulièrement et partout sur Internet concernant l'historique du 432 Hz et sa création. Alors j'apprécie beaucoup Emmanuel Comte et ses recherches historiques sont très inspirantes. Il a raison, en partie. Beaucoup d'arguments que l'on entend, comme l'utilisation du 432 Hz pour accorder les instruments anciens, les fréquences de l'univers, de l'ADN, du rythme cardiaque ou de Pythagore et j'en passe, donc ne tiennent pas la route, c'est clair. Et selon ses recherches, il n'y avait a priori pas de diapason avant le XVIe siècle. Donc cela signifie-t-il pour autant qu'aucun instrument n'était accordé correctement ou qu'il n'y avait aucune note de référence? Je ne le crois pas. Après, je pourrais donc intituler cette interview « Le mythe du mythe de 432 Hz » si j'y apporte aussi une modeste contribution, on verra bien. En tout cas, il n'y avait pas, donc a priori, de machines modernes, de lance à plasma, de tractopelles ou d'outils de découpage du granit il y a 10 000 ans. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Est-ce pour autant que les pyramides ou les temples incas, qui ont été érigés au centimètre près, dont on ne sait pas bien d'ailleurs expliquer encore aujourd'hui comment, est-ce que c'est pour autant qu'ils n'ont pas été construits? Non, cela reste un fait, même inexpliqué. Donc je pense qu'on ne peut pas avoir la prétention d'affirmer avec certitude que le 432 Hz est un mythe et que tous les adeptes sont des illuminés, au même titre qu'on ne peut pas affirmer avec certitude qu'il n'en est pas un. Mais on ne peut pas non plus systématiquement prétexter les principes de la validation scientifique pour démontrer ce qu'on n'explique pas forcément. Ce serait oublier comment la physique quantique d'aujourd'hui a mis une claque aux certitudes de la physique classique qu'on nous vendait comme des choses bien établies depuis des siècles. Donc personne au monde ne peut prétendre avoir des certitudes absolues, même scientifiques. Une citation du mathématicien Cassius Kaiser, que j'aime bien, disait la chose suivante: « La certitude absolue est le privilège des esprits sans éducation ou des fanatiques. Elle est pour le scientifique un idéal irréalisable. » Donc en toute logique, tout ce qui a existé et ce qui existe, existe, même sans qu'il soit démontré scientifiquement. Et tout ce qui a déjà été démontré scientifiquement a bien aussi existé avant qu'il le soit. Une chose n'existe pas donc uniquement que s'il a été démontré scientifiquement. C'est absurde, donc, puisque toute chose préexiste à la science. Donc toute expérimentation scientifique ne peut, dans le meilleur des cas, simplement confirmer qu'une chose existe bien et non l'invalider, c'est-à-dire confirmer qu'elle n'existe pas, puisque c'est déjà un fait. Donc voilà, c'était juste pour se remettre bien dans la tête qu'il faut toujours aborder une recherche dans une démarche scientifique, ça c'est bien, mais avec une grande humilité et une grande ouverture d'esprit, considérant que nous voulons simplement comprendre la nature, notre nature, et non pas se substituer à elle. Donc ce qui est considéré comme acquis aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain, et cela souvent et paradoxalement par les mêmes personnes. Je sais que je ne sais rien, disait Socrate. Je fais donc avec ce que j'ai.
ça c'est moi qui le dis. Étant ingénieur en psychoacoustique, diplômé de Rennes en 2001, et ayant étudié ensuite la psychologie et les neurosciences, dont le mentalisme, j'ai personnellement expérimenté les effets des différentes fréquences sur le corps humain et plus particulièrement sur les molécules d'eau. Et comme le dit très bien d'ailleurs Emmanuel Comte, nous aurions très bien pu utiliser n'importe quelle fréquence de référence pour accorder un instrument. Le diapason du La 432 Hz est bon pour accorder la musique que vous jouez et que vous écoutez, comme le serait tout autre si vous le décidez. On est donc dans le domaine du subjectif et de l'arbitraire. Donc ça, c'est lui qui le dit. Dans le fond, cela ne change rien, à part trouver une normalisation commune pour faciliter les échanges musicaux entre les différents pays. C'est ce qui s'est passé certainement d'ailleurs. Sauf que si tout est arbitraire ou subjectif, au même titre que les spéculations sur l'univers tout entier, n'y aurait-il pas tout de même un indice, une logique qui pourrait constituer un point de départ des recherches? De mon côté, il y a un paramètre mathématique que j'ai pu observer puis expérimenter concernant les fréquences sonores. Dans la nature, dans la construction de toute forme de vie et même dans l'organisation des particules à l'échelle subatomique, quelle qu'elle soit, il existe une constante géométrique opérant comme une loi universelle. On ne peut l'ignorer car elle est partout. Il s'agit du rapport phi, c'est 1 plus racine de 5 divisé par 2. Ça fait 1,618, on l'appelle aussi le nombre d'or. C'est un rapport de deux longueurs, le long est au moyen, ce que le moyen est au petit, on pourrait l'exprimer comme ça. C'est aussi une expression de l'harmonie universelle et de l'esthétique dans les arts, comme dans la biologie, et ses propriétés algébriques le rattachent à la suite de Fibonacci. Cette fameuse spirale en escargot qui est décrite par une suite de nombres dans laquelle chaque nombre est la somme en fait des deux nombres qui le précèdent. Donc 0, 1, 1, donc 1 et 1 ça fait 2, 2 et 1 ça fait 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, etc. Vous trouverez plein d'infos sur la suite de Fibonacci ou le nombre d'or de toute façon sur Internet. Mon analyse, c'est que en dehors de tout autre argument arbitraire ou impossible à vérifier, eh bien, c'est que puisque la musique résulte de l'esprit humain et aussi d'un processus vivant dans la nature, alors tout dans la musique et ses effets devraient être cohérents avec cette loi universelle. Et la seule manière d'intégrer ce rapport mathématique naturel dans une gamme de fréquences sonores cohérentes, c'est-à-dire en tenant compte des harmoniques de la note de référence, donc les harmoniques 1, 1 demi, 1 tiers, 1 quart, 1 cinquième, 1 sixième, 1 septième, etc., avec tous les degrés, 2 septièmes, 3 septièmes, 4 septièmes, etc., eh bien, c'est de calibrer par exemple le Ré sur le 13e rapport de la suite de Fibonacci qui donne 144 Hz. Donc je parle du Ré 3 pour ceux qui connaissent un peu la musique. Le rapport avec le nombre suivant, donc 233 sur 144, donne bien entendu le nombre d'or, 1,618, mais avec les décimales les plus précises de la suite mathématique. Également remarquable, c'est le rapport inverse, 144 sur 233, qui donne aussi le nombre de décimales du nombre d'or, 0,618. Et ça continue. Lorsqu'on effectue cette calibration, le Mi 3, donc le ton qui est juste au-dessus du Ré à 144 Hz, donne une fréquence de 161,8 Hz. On retrouve encore le chiffre du rapport 1,618. Tout cela pour arriver au final à un La. Donc on continue, c'est-à-dire Ré, Mi, Fa, Sol, La, etc. Donc c'est le La qui nous intéresse pour élaborer un diapason de référence. Et ce La, donc quand on suit cette suite, devinez sur quelle fréquence on tombe. Eh bien on tombe sur 432 Hz. Ça aurait donné 435 ou autre chose, je m'en serais contenté. Peu importe, mais il se trouve que ça donne 432 Hz, la fréquence qui fait polémique. Alors coïncidence ou rapport mathématique naturel universel, peu importe. La question serait pourquoi j'ai établi plutôt que 144 Hz serait un Ré et pas un Sol ou autre chose comme note. En fait, ça n'a aucune importance en soi. Le nom des notes a été inventé il y a plus de 900 ans.
de la même façon, hein, arbitrairement. Et ce n'est pas le nom de la note, en fait, qui a de l'importance, mais sa fréquence de résonance. Donc, tu peux appeler un Ré, un Mi ou un Sol, comme tu veux, ou C, D, E, F, G dans l'appellation anglo-saxonne. Ça ne change rien à l'étalonnage de la gamme. Les intervalles des fréquences des notes se suivent mathématiquement dans tous les cas. Alors, ne cherchons pas ce qu'il n'y a rien à chercher. Parfois, il faut simplement juste écouter, observer et se laisser porter par ce qui nous entoure. J'ai pris le Ré à 144 Hz simplement parce qu'il se rapprochait du Ré des autres références, donc les références les plus proches. Voilà, en priorité. Il n'y avait pas d'autre explication particulière. Donc certes, on a des traces historiques du diapason seulement à partir du XVIe siècle, mais le nombre phi, lui, le nombre d'or, est connu depuis la plus haute antiquité, dont Thalès, c'était 600 ans avant Jésus-Christ, qui l'avait déjà introduit en Grèce dans la géométrie égyptienne. Donc on n'a pas nécessairement besoin d'un diapason pour accorder un instrument. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut intégrer. Un simple calcul par rapport à l'épaisseur, la tension et la longueur d'une corde, ou la masse, la force et la longueur, c'est pareil, permet de créer la fréquence d'une note que l'on souhaite obtenir. Et ça, on savait parfaitement le calculer dans la plus haute antiquité. La fréquence obtenue, par exemple, c'est, je ne veux pas vous faire un cours de maths, mais c'est la racine de la tension divisée par la masse, donc la masse linéique de la corde, et le tout divisé par 2 fois la longueur de la corde. Une fois écrit, ça paraît plus simple. Alors, tentons juste d'observer si les harmoniques des sons calibrés sur cette fréquence de 432 Hz eh bien, produisent des effets sur les molécules d'eau et les cellules du corps, comparé à une autre fréquence de référence comme 440 Hz. Ce sera là la meilleure démonstration. Ce que tu dois comprendre, c'est que le diapason de référence en soi n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il donne un sens aux vibrations émises et que ces vibrations provoquent, plus que n'importe quelle autre fréquence, un maximum de résonance dans notre corps, dans notre esprit et surtout dans notre cœur. En fait, je recherche une fréquence de résonance du diapason, certes, mais avant tout, ce que je recherche vraiment, c'est une fréquence liée à l'amour, bien sûr. Je pense aussi que la musique ne serait qu'une perversion d'elle-même si elle n'a pas pour but ultime l'amélioration de l'humanité. J'ai donc personnellement expérimenté les effets des résonances sur une gamme de 24 fréquences accordées au La 432 Hz, en partant donc du Sol qui est à 192,43 Hz au Fa dièse, beaucoup plus haut, donc à 726,53 Hz. En collaboration avec l'IMN de Nantes, qui est l'Institut des matériaux nantais, c'est une unité mixte de recherche du CNRS, eh bien, j'ai utilisé un générateur de fréquences, un amplificateur vocal et un microscope électronique pour procéder à l'analyse des molécules d'eau isolées, mais aussi contenues dans des cellules humaines. Donc tout ça soumis à différentes séquences de fréquences. Des fréquences de la gamme du 440 Hz, donc la norme d'aujourd'hui, mais aussi 528 Hz, 435 Hz et bien sûr la gamme à 432 Hz. Je n'ai pas eu la chance de réaliser ces expériences avec leur nouveau microscope électronique à transmission, le Nantemis ZG3. C'est Thermo Fisher Scientific qui le fabrique et qu'ils ont récemment installé dans leur laboratoire. Ça viendra peut-être un jour, je l'espère. Je leur lance un appel. Mais ce fut tout de même, de toute façon, une expérience instructive. Les fréquences accordées sur le 432 Hz ont provoqué des effets de résonance évidents à tous les niveaux, donc agitation des cellules, des cymatiques exceptionnelles et harmonieuses sur les cristaux d'eau et parfois même des déformations surprenantes des cellules. Je parle des déformations élémentaires dans leur structure cristalline. Pour les autres fréquences, alors 440 Hz, 528, 435, etc., l'eau n'a pas du tout réagi de la même façon et parfois même aucun effet particulier n'a été remarqué. Par exemple, les résonances de la séquence du 432 Hz provoquent des cymatiques dont l'harmonie, donc les cymatiques c'est les dessins du son, dont l'harmonie est démontrable mathématiquement en utilisant les rapports A sur B, donc 1,618, donc la suite de Fibonacci. Ce qui est le
ce qui n'est pas le cas avec les cymatiques des autres références. Au final, pour 8 Hz, donc d'écart seulement entre le diapason classique de 440 Hz et celui du 432 Hz, les expériences révèlent tout de même un écart important dans les résultats. Mais attention, l'expérience tournait exclusivement autour des résonances de l'eau et des cellules humaines qui contiennent 60 à 99% d'eau. Je suis tout à fait objectif sur le fait que si nous avions testé d'autres types de matériaux, peut-être que les séquences de notes du 440 Hz ou autres références auraient très bien pu convenir parfaitement. Alors l'avantage d'utiliser un piano numérique aussi, c'est que du coup, on peut modifier les paramètres du diapason. C'est-à-dire que ici, en fait, je peux modifier totalement la fréquence de référence. Donc par défaut, elle est à 440 Hz, évidemment, puisque c'est l'accordage classique aujourd'hui de référence. Mais on peut basculer le curseur pour le faire, pour calibrer la référence du La, ici à 432 Hz. Donc là, par exemple, il est à 432, ça donne ceci. Et là, je le remets à 440. Je ne sais pas si vous entendez la différence, c'est très subtil, hein, mais... Donc 440, il est un petit peu plus aigu, et 432, il est un tout petit peu plus grave, 8 Hz de moins, comme on l'a dit. Là, je joue à 432 Hz. En dehors de toute analyse mystique, ésotérique, cosmique, pseudo-scientifique, ou tout ce que vous voulez autour du 432 Hz, ma conclusion la plus simple, et cela n'engage que moi, est que l'ensemble des notes de musique et de ces harmoniques d'une gamme accordée au La à 432 Hz agit beaucoup plus sur l'élément de l'eau, d'une manière harmonieuse et organisée, plus proche de ce qu'on retrouve dans la biologie ou plus largement la nature, par rapport à d'autres fréquences de référence, donc non multiples de 432 Hz. Je pourrais le dire autrement en faisant une analogie. S'il fallait élaborer un langage pour communiquer avec l'eau, ses molécules ou tout ce qui contient de l'eau, en utilisant des fréquences sonores, c'est-à-dire des notes, pour représenter des mots, je choisirais des notes basées sur la gamme du 432 Hz, sachant que plein d'autres mots existent, mais dans d'autres langues, comme celle du 440 ou du 528 Hz. Certainement utiles aussi, mais pour d'autres éléments que l'eau. Mais si ton objectif aujourd'hui est de communiquer avec un élément naturel comme l'eau, alors tu auras plus de résultats, à mon avis, en utilisant le langage qu'il comprend. Et si l'on vérifiait notre théorie en jouant chaque note correspondant à chaque nombre de la suite de Fibonacci? Vérifions simplement si cela crée une musique cohérente. Choisissons une gamme en Mi majeur. Le 0 sera le Ré dièse, le 1 le Mi, le 2 le Fa dièse, etc. jusqu'au Do dièse qui sera le chiffre 9. Zero added to itself just equals zero forever. In fact, that's what you've been hearing in the background. In order to start the sequence, we need to add a 1.
J'espère que cette interview t'a plu et pour rester informé automatiquement des prochaines vidéos, eh bien abonne-toi à la chaîne. C'est gratuit, il te faut juste cliquer sur le bouton en dessous, s'abonner. À très bientôt.